un temps pour notre couple aujourd'hui. Donc, ce sera avec Dr Gary qui va nous expliquer l'endométriose, enfin, qui va expliquer au couple l'endométriose. Bonjour Dr Gary. Bonjour, ravie d'être là une nouvelle fois. Oui, super. On va parler de l'endométriose. Donc, qu'est-ce que c'est l'endométriose, Dr Gary? Alors, l'endométriose, c'est un vaste sujet. Donc, c'est une maladie chronique inflammatoire, c'est-à-dire, c'est comme ça que j'explique aux patientes. Elle commence à la puberté et elle se termine à la ménopause. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il y a une fin à ce calvaire. C'est pas pour toute la vie, mais c'est quand même sur une partie assez longue de la vie d'une femme. Et c'est inflammatoire, c'est-à-dire que ça fait jouer, notamment dans son mécanisme, un système inflammatoire qui est biaisé chez les patientes qui ont de l'endométriose et qui explique notamment, mais j'expliquerai un petit peu plus tard, pourquoi elles ont si mal. Et donc, la définition, vraiment, c'est la présence de l'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est la couche interne de l'utérus. Donc, un endomètre, un utérus standard, à l'intérieur, il y a la petite couche endométriale. Et donc, c'est cette fameuse couche de muqueuse qui grossit pendant le cycle et qui, au moment où on n'est pas fécondé et que le corps s'en rend compte, saigne pendant les règles quand il y a de la chute hormonale. Et ce tissu-là, normalement, reste que dans l'utérus, mais parfois, par différents mécanismes, il peut s'intégrer dans le corps sur différents organes, au niveau de l'intestin, du système urinaire, ou dans carrément le muscle utérin, ou dans les ovaires, enfin à différents endroits. Et c'est cette présence de tissu qu'on dit ectopique, c'est-à-dire en dehors de l'utérus, qui se greffe, qu'on appelle l'endométriose, et qui provoque cette maladie chronique. Et il y a plusieurs explications à cette présence de tissu ectopique, notamment la plus répandue, enfin la cause la plus évidente, c'est le reflux tubaire. Donc à chaque règle, nous on a des petites trompes qui relient en fait l'ovaire et l'intérieur du ventre à l'utérus. Et en fait, par ces petites trompes, le sang reflue, mais ça c'est chez toutes les femmes. Mais chez les femmes qui ont de l'endométriose, malheureusement, il n'y a pas le système de nettoyage du ventre qui fait que normalement toutes ces cellules sanguines sont détruites. En fait, il y a un défaut. Et donc, en fait, elles se greffent dans le corps. Et donc, à chaque fois que les patientes ont des règles, ce mécanisme recommence et ces cellules se greffent de nouveau. Et donc, ça donne des douleurs. Un, parce qu'elles saignent dans le ventre et ce n'est pas normal. Et deux, ça amplifie la réaction inflammatoire qui déjà est un peu biaisée chez la patiente endométriosique. Donc, elles ont 2 fois plus mal, voire 3 fois, 4 fois, qu'une femme standard. D'accord. Donc, du coup, quels sont les signes? Comment on repère? Alors, déjà, il y a plusieurs types d'endométriose. Il y a l'endométriose superficielle. Donc ça, c'est souvent le début de l'histoire. Après, il y a des patientes qui ont toujours que de l'endométriose superficielle, et tant mieux. Donc ça, c'est un peu délicat parce que c'est des patients qui peuvent avoir très, très mal, mais qui, sur les examens d'imagerie, ça sera toujours négatif. Ça se voit ni à l'écho, ni à l'IRM, ou alors vraiment de façon très minime. Bon, il n'y a que des œils très experts, qu'il n'y a pas beaucoup en France, qui pourront le voir. Et après, il y a l'endométriose profonde, c'est quand les lésions s'infiltrent un peu plus profondément dans les tissus. Donc ça va faire des nodules fibreux qui se voient à différents endroits dans le corps. L'endométriose ovarienne, qui est, bon, comme son nom l'indique, ça fait des kystes au niveau des ovaires. Et après, il y a l'adénomiose, qui est l'endométriose utérine. Et donc, ces 4 formes d'endométriose peuvent provoquer indifféremment plusieurs types de signes. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est les 5D, donc c'est-à-dire douleurs chroniques, parce qu'il y a des patients, du coup, elles ont mal tout le temps après. Les douleurs pendant les règles, c'est souvent des douleurs. Alors, on pose la question de l'échelle, vous savez, numérique de la douleur entre 0 et 10, en sachant que 10, c'est la pire douleur au monde. Et donc, souvent, les patients qui ont de l'endométriose, elles vont le coter entre 7 et 8. C'est des patients qui ont, enfin voilà, limite, à la limite supérieure de la douleur. Donc, douleur de règles, douleur chronique, douleur au rapport aussi très important. C'est des patientes qui vont avoir des douleurs non seulement profondes, au rapport profond, mais aussi dès l'intromission. D'accord. Des patientes qui vont avoir des douleurs abdominales, alors que ce soit digestives, des ballonnements, des diarrhées cataméniales, c'est-à-dire des diarrhées pendant les règles, ou des douleurs à l'exonération des selles aussi, pour différentes raisons. Et après, les douleurs urinaires. Il peut y avoir aussi des signes des patientes qui, pendant leurs règles, vont dire « Ah ben moi, je fais pipi tout le temps. Quand je fais pipi, j'ai vraiment très mal. » Ou carrément du sang dans les urines, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, D'accord. les signes prédominants, c'est douleur pendant les règles et après douleur pendant les rapports et malheureusement douleurs pelviennes chroniques qui sont quand même
très pénible. Ouais, donc la question suivante, c'est quels sont les impacts du coup sur la vie quotidienne? Eh ben, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y Ouais. a 6 à 7 patientes sur 10 qui vont dire que ça impacte sur la vie quotidienne parce que la douleur chronique, enfin, les douleurs comme ça tous les mois répétées pendant des années, ça va impacter sur leur humeur, Mm. ça va impacter sur le stress quotidien, sur la fatigue. Il y a même des patientes qui évoquent des difficultés à se concentrer au travail. Ouais. Et donc après, voilà, sur aussi la vie affective, la vie de couple, ça agit sur tous les plans de la vie d'une femme. Et c'est pour ça que c'est devenu un sujet de santé publique parce que ça touche une femme sur 10, donc c'est quand même pas négligeable, et 3 patientes sur 10 qui qui présentent de l'infertilité. Et donc, comme c'est une patiente sur 10, ça impacte aussi leur vie quotidienne et le travail et la vie de couple. Et voilà, c'est devenu un sujet important pour le gouvernement et donc aussi pour la santé publique. Ouais. Et donc, du coup, vous parlez de la vie de couple. Quel impact sur la vie de couple? Donc, j'ai entendu sur la sexualité, bien évidemment. Oui. Alors, il y a toute une part de sexualité, puis aussi, transposer, voilà, un peu, c'est la libido aussi, le désir de l'autre, parce que c'est des patientes, il faut s'imaginer qu'elles ont mal tout le temps au niveau pelvien, et donc c'est toujours le problème du cercle vicieux de j'ai des douleurs, donc j'ai pas vraiment envie d'y retourner, et donc en fait, comme j'ai pas envie d'y retourner au niveau du cycle hormonal du désir et de la libido, ça se stoppe, et donc il y a des patientes qui arrivent au cabinet et qui me disent, moi ça fait des mois, voire des années que j'ai pas eu de rapport avec mon conjoint. Donc, c'est évidemment des couples qui sont sous tension. Ouais. Souvent, les conjoints sont compréhensifs et puis voilà, ils disent ouais, moi, je comprends qu'elle est mal, donc j'ai pas envie, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui s'enquiste. Et donc, c'est des troubles de la sexualité dus à la baisse de la libido parce qu'en plus, le traitement, c'est quand même les hormones. Donc, parfois, ça joue sur la libido. Mais la baisse de la libido est expliquée aussi par les douleurs qui sont des douleurs, donc je vous ai expliqué, profondes parce qu'il y a des nodules parfois profonds vraiment en fait dans le cul-de-sac postérieur, c'est-à-dire vraiment en arrière du vagin, pile poil là où en fait ça arrive quoi. Ouais. Et donc, Oui, oui. et donc, ça provoque des douleurs. Et comme ces patientes ont des douleurs pelviennes chroniques, très souvent elles ont aussi des douleurs musculaires et tendineuses au niveau du bassin. Et donc dès la pénétration, dès le début de la pénétration, comme elles sont hyper tendues et douloureuses, ça va faire mal après, dès le début. Donc, c'est des patients parfois qui ne supportent plus aucun rapport. Et donc, voilà, c'est ce que je leur explique, c'est le cercle vicieux de douleur, baisse de libido, etc. Donc, il faut essayer de refaire basculer en cercle vertueux de j'arrive à avoir des orgasmes et du plaisir sans douleur. Et donc, mes hormones vont repartir à la hausse. Et donc, voilà, donc, essayer de repartir dans l'autre sens. Mais parfois, c'est très difficile. Ouais. Ouais. Il y a 6 patients sur 10 qui sont victimes d'endométriose qui s'abstiennent d'avoir des rapports tellement c'est devenu problématique. Donc, c'est important que le couple soit là pour l'entendre et pour qu'ils entendent aussi qu'il y a des solutions et que ce n'est pas inéluctable, en fait. Et dans ces cas-là, les messieurs viennent avec. Oui. Ah, mais c'est bien de le dire parce que On va essayer de trouver des solutions parce qu'évidemment, ça les impacte. Donc, oui. Ouais. Oui, c'est très souvent très souvent, moi, je suis étonnée, hein, même chez les jeunes couples, voilà, des jeunes femmes de 25-27 ans avec des jeunes hommes, du coup, qui viennent, qui sont intéressés. Hein, ça les perturbe quand même de faire mal à leur conjointe, alors que c'est quand même pas le but du rapport au départ. Donc, c'est quand même, voilà, les nouveaux hommes s'intéressent à la vie sexuelle de leur femme, c'est intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on souffre d'endométriose? Alors, il faut aller voir, faut avoir une consultation dédiée. Donc, pareil, hein, moi, voilà, les experts estiment qu'il faut au moins une demi-heure de consultation parce que alors pour le coup, l'interrogatoire est très long parce que ça va être des histoires de vie. Quand on a une patiente de 30 ans, elle raconte ses règles depuis l'âge de 15 ans, donc c'est long. Ouais. Et puis, il faut bien spécifier la douleur. Là, c'est vraiment un interrogatoire limite policier pour savoir depuis quand, quel type de douleur, comment ça a évolué, parce que souvent, ça évolue aussi au cours de la vie. Donc, ça, c'est très important de prendre le temps d'entendre la parole de la patiente qui a mal, parce que ça fait partie, c'est quasiment les 3 quarts de la consultation. Et donc ça, déjà, c'est avoir une consultation spécialisée. Et puis, après, les traitements, malheureusement, il n'y en a pas 50 000. Le but du traitement, c'est de stopper les règles. Parce que vous avez compris qu'à chaque règle, en fait, le phénomène s'amplifie et du coup, s'amplifient les douleurs, etc. Et parfois, ça peut aggraver aussi les lésions. Donc, pour l'instant, en 2024, la base, c'est on donne des hormones pour stopper les règles.
Et si jamais il y a un échec de traitement, c'est-à-dire au bout de 6-8 mois sans aucune règle, les patientes, elles ont toujours mal, on les reçoit de nouveau en consultation. On peut lancer dans ces cas-là de faire une IRM pour essayer de voir quelles sont les lésions. Et dans ces cas-là, après, on peut proposer une chirurgie pour enlever toutes les lésions visibles pour soulager la patiente. Ou si on estime que soit la patiente a été multi-opérée ou que la chirurgie n'apportera rien, dans ces cas-là, on les envoie dans des centres antidouleurs pour gérer la douleur en général quand il y a une sensibilisation pelvienne. Mais c'est vrai que le traitement aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent bah, moi, j'ai pas envie de prendre d'hormones. Ouais. J'ai quelques patientes qui ont de l'endométriose qui gèrent sans prise hormonale parce qu'elles n'en ont pas envie. Mais du coup, c'est des patientes qui doivent être suffisamment à l'écoute de leur corps pour gérer la douleur. Mais nous, en tant que médecins, c'est notre seule arme. C'est de bloquer toute règle pour que le niveau inflammatoire diminue, qu'il n'y ait plus ce cercle tous les mois là, qui continue et de pouvoir soulager les patientes correctement. D'accord. Et à un moment, je crois que vous avez fait une conférence avec une nutritionniste. Et du Oui, coup, tout à fait. Alors après, donc ça, c'est le truc de base, c'est mettre en aménorrhée. Aménorrhée, c'est voilà, sans règle. Et ouais. après, on a tout un panel de praticiens qui travaillent avec nous, donc des diététiciennes, parce que je vous ai dit qu'il y avait des troubles digestifs. Donc, il y a toute une alimentation anti-inflammatoire qui existe. Donc, dès que les patientes, elles évoquent, je suis ballonnée, j'ai des diarrhées, etc., on les envoie voir la diététicienne pour adapter leur alimentation, parce qu'on en fait, on ne se rend pas compte, mais rien que de boire de l'eau en bouteille plastique, c'est très mauvais. Manger des crudités, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de baisser en fait l'inflammation chronique du ventre et donc intestinale et donc d'améliorer ces douleurs-là. Et après, il y a tout le panel mobilité, parce que comme je vous ai expliqué aussi, c'est des patients qui ont des douleurs dans le bassin. Et donc, il va falloir leur expliquer qu'il faut faire 2 heures à 3 heures de sport par semaine et pas des sports d'impact, parce que c'est Ouais. pas terrible. Et après, voilà, kiné, ostéo spécialisé. Après, on peut faire de l'acupuncture aussi pour soulager les douleurs, de la sophrologie, aller voir une psychologue quand il y a des problèmes voilà, qui sont liés, parce que le problème, c'est que la douleur chronique, ça peut aussi après agir un peu sur l'humeur globale. Il y a des patientes, malheureusement, qui sont en dépression à cause de ça, parce que c'est trop lourd à porter. Donc voilà, puis les sexologues, etc. Enfin voilà, il y a tout un panel de praticiens qui travaillent avec nous. Parce que, en fait, la base, c'est l'aménorrhée, mais après, quand c'est des dames qui ont d'autres symptômes, il faut après aller chercher dans chaque spécialité qui peut nous aider et chercher des outils un petit peu partout. Donc, il y a des associations aussi de patientes qui sont très bien pour ça, qui permettent en fait de donner des petites astuces et de pouvoir aiguiller les patients. En fait. D'accord. Et donc, vous avez créé un réseau avec la Clinique Atlantique? Oui, tout à fait. En fait, on se rejoint de façon semestrielle. En fait, c'est des réunions de professionnels de santé où on fait des formations, en fait. Et puis, ça nous permet de nous rejoindre. Et comme ça, comme à chaque fois qu'il y a une patiente qui arrive dans mon cabinet, je peux l'adresser selon son lieu de vie aux praticiens qui sont près de chez elle et qui sont spécialisés en endométriose. Parce que, évidemment, une kiné lambda va pas connaître toutes les petites astuces, quoi. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui s'intéresse à la pathologie, mais ça, il y en a de plus en plus, donc je suis très heureuse de ça, parce que petit à petit, on arrive à faire vraiment un maillage qui est intéressant, quoi. Même pour nous, praticiens, c'est intéressant de pouvoir avoir des collègues qui s'intéressent à la maladie et donc des patientes qui sont bien prises en charge. Ouais. Bon, bah, super. Bah, il y a une association sur La Rochelle ou pas? Alors, il y a une association à laquelle je travaille beaucoup, mais elle est située à Saintes, mais elle a pas mal de praticiens dans la région. Ça s'appelle 12 fois par an. Et D'accord. donc, c'est une association qui propose des ateliers. C'est très bien. Ouais, les patientes, elles sont très contentes. Vous pouvez le trouver sur Instagram, etc. D'accord, ok. Donc, les patients peuvent directement s'adresser à cette Oui, association. tout à fait, Ok. ouais. Après, D'accord. sinon, il y a Endo France, qui est l'association voilà, française Oui. la plus reconnue. Mais en local, oui, moi, je travaille beaucoup avec eux. D'accord. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. C'était l'endométriose expliquée au couple par le docteur Adrienne Garrigue.